Bonjour, je suis Jim Wagner. Bienvenue à mon nouveau DVD pour Budo International. Comme certains d'entre vous le sauront, j'ai une grande expérience du monde des arts martiaux, entre autres à l'armée des États-Unis. J'ai travaillé dans la police, comme garde du corps. J'ai travaillé pour le gouvernement, dans le groupe antiterroriste. Et enfin, j'ai travaillé dans une unité de la police militaire. Et grâce à ma vaste expérience, j'ai pu concevoir mon système de self-défense basé sur la réalité. J'ai entraîné des gens dans le monde entier avec ce système, leur enseignant comment survivre, parce que c'est de cela qu'il s'agit, apprendre à se défendre dans une situation réelle. Dans ce DVD, nous allons apprendre à nous défendre de plusieurs attaquants. Nous avons déjà vu de nombreuses situations où se défendre d'un seul agresseur. Mais c'est le premier DVD où l'on voit des défenses contre plusieurs attaquants, qu'ils soient 2 ou 10, parce qu'il faut savoir se défendre dans le monde d'aujourd'hui. À côté de moi se trouve Pete Lee, qui est le directeur du Reality Based au Royaume-Uni. Il va ici jouer le rôle de la victime. Il fera comme s'il marchait n'importe où dans le monde. Et ici, j'ai 2 attaquants. D'un côté, il y a Christophe Besse, directeur du Reality Based pour la France et l'Europe francophone. Et ici, il y a Nicolas, instructeur belge de niveau 2. Ce sont les agresseurs, les attaquants. Ils vont jouer aux hooligans. Ce que Pete va faire, c'est essayer de toucher ce mur. Il n'y a pas de modèle, ni de technique préétablie. Ils feront ce qu'ils veulent. Nous commencerons avec ceci. Je dirai, allez-y. Pete essaiera de toucher le mur. D'accord, Pete? Allez-y. Arrêtez. Bien, ça va. Nous avons vu une erreur que l'on commet souvent. Pete s'est situé au milieu des 2 attaquants. C'est ce que l'on appelle le sandwich. Et la victime est le jambon du sandwich. Une autre erreur qu'il a commise et que commettent habituellement beaucoup de gens qui font des arts martiaux traditionnels, c'est essayer de repousser l'agression en lançant des coups de poing. J'ai entraîné beaucoup de gens, aussi bien de civils que de policiers et des militaires, et les 99% essaient de se défendre avec des coups de poing. Mais vous voyez combien il est facile de vous renverser. Nous allons maintenant voir un exemple de ce que l'on peut faire. Nous allons de nouveau faire ceci, mais cette fois, nous ferons ce qui s'appelle un flanking. Pete ne va pas aller au milieu. Il va aller d'un côté ou de l'autre. Il va essayer de faire en sorte que les attaquants se retrouvent l'un derrière l'autre, parce qu'on ne peut se battre que contre une seule personne à la fois. Allez-y. Ça va, arrêtez. Bien. Nous avons fait l'exercice de manière réaliste. Quelle fut l'erreur? Le flanking a été parfait, mais il a commis de nouveau l'erreur typique de ceux qui pratiquent les arts martiaux traditionnels. Essayer de se défendre avec les poings quand les 2 suspects sautent sur lui pour l'attaquer. Nous voyons que la majorité des gens lancent les poings quand on les attaque et ils envoient en même temps des coups de pied. Maintenant, Pete ne l'a pas fait, bien qu'il sache comment le faire. Dans un combat normal, et peu importe de qui il s'agit, que ce soit un agent de police des opérations spéciales, un militaire des forces spéciales, peu importe. Vous n'aurez le temps de ne faire que 4 ou 5 techniques. Vous ne pourrez rien faire de voyant. Vous pourrez seulement faire quelques techniques élémentaires. Il se peut que ce soit un coup de pied frontal, un coup de genou ou un coup de coude, mais rien de plus.
Vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de combinaisons. Nous allons maintenant voir l'exercice suivant, mais nous rencontrerons une petite surprise. Nous allons maintenant voir la même situation. Pete va essayer de toucher le mur et il se retrouvera avec deux attaquants. Mais dans ce cas, nous allons introduire une petite surprise. Nous allons voir ce que c'est. All right, good. Now, Pete, can you grab that? Give me this, and you can go. Here's the difference. Voilà la In this différence. case, he had a plastic Maintenant, sharp Pete a knife. utilisé ce couteau. Il a utilisé ce que l'on appelle force létale. Now, if you've seen some of my previous work Dans les DVD précédents, je vous ai parlé de différents types d'usage de la force qui valent surtout pour les policiers, pour les militaires, mais également pour les civils comme vous. Il faut respecter la loi. Dans ce cas, Pete a utilisé un couteau. Et les gens peuvent dire, c'est illégal. On ne peut pas utiliser un couteau contre quelqu'un qui vous attaque sans arme. Ce n'est pas vrai. Nous avons vu ce qui peut se passer quand une personne est renversée par deux adversaires. Que se passerait-il s'ils étaient trois ou plus? Croyez-vous que vous auriez une possibilité contre eux? Non. Quand vous êtes au sol et qu'on frappe votre tête comme un ballon, ne croyez-vous pas que vous courez un grave danger? Quand il s'agit de deux attaquants ou plus, vous pourriez utiliser la force létale. Bien que ce ne soit pas sûr à 100%, c'est une zone grise. La loi se meut parfois en zone grise. Tout dépend des circonstances. Ici, vous pourriez utiliser la force létale. Utiliser une arme, un couteau dans ce cas. Dans des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, on peut porter sur soi certains types de couteaux. Mais dans des pays comme l'Angleterre ou l'Irlande, pas. Mais dans ce cas, vous pourriez porter un stylo en métal solide qui pourrait être utilisé comme une arme pointue. Il faut savoir l'utiliser. Ainsi, dans les pays où il n'est pas permis de porter un couteau, on peut utiliser un stylo. Et ici, Pete, au lieu d'utiliser ses poings, d'utiliser ce que l'on appelle une force d'impact, a utilisé un couteau. Il a donné au premier ennemi quelques coups de couteau dans les côtes et celui-ci a reculé. Ensuite est venu le deuxième. Il l'a frappé 2 fois et il a survécu. Il est arrivé jusqu'au mur. Croyez-vous, par exemple, qu'une femme menue pourrait battre 2 grands hommes? Je ne crois pas. La seule solution pour elle, c'est d'utiliser une arme. Nous allons maintenant voir un exercice où plusieurs attaquants affrontent plusieurs victimes. Nicolas et moi allons jouer le rôle d'attaquant et Christophe et Pete seront les victimes. Je veux que vous imaginiez qu'il y a plus de 2 agresseurs. Ça peut être 3, 4 ou 5. Mais comme il n'y a personne dans le studio maintenant, je vais le faire comme ça, 2 contre 2. Nous allons nous battre et après le combat, je vais vous donner quelques petites indications pour que vous puissiez vous en sortir sains et saufs et vous enfuir. Allons, Nicolas. Arrêtez. Quel est le problème ici? Le problème, c'est qu'ils se sont tous les deux battus séparément. Quand vous êtes dans un combat, vous avez ce que l'on appelle l'effet tunnel. Ça veut dire que vous êtes dans votre petit monde, en garde comme ça, et que vous ne regardez pas devant. Pete se battait avec moi. Il était concentré sur moi. Et Christophe luttait avec Nicolas et était concentré sur Nicolas. Mais vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas vous battre séparément. Nous allons maintenant voir la même situation. Mais nous allons faire certaines variantes techniques que nous commenterons ensuite. Allons-y. Et qu'est-ce que vous faites là? Va par là. Déplace-toi vers la porte.
La différence, c'est qu'ils sont restés ensemble et c'est ce qui a permis qu'ils s'en sortent mieux. Nous allons expliquer ceci en détail. Bien, supposons que Pete soit mon camarade. Nous sommes dans un bar ou un endroit du genre et nous nous battons contre deux attaquants. Je ne peux pas me séparer de lui. Si cela se produit, s'ils parviennent à nous séparer, ça peut être fatal. Bien, je pourrais survivre. Je pourrais atteindre la porte et m'enfuir. Mais il s'est séparé de moi et deux personnes le frappent. Ce serait très mal de le laisser tout seul, surtout si c'est votre meilleur ami. Personne ne voudrait abandonner l'autre dans une situation périlleuse. Ce que vous devez faire, c'est la chose suivante. Quand il vous attaque et que vous êtes en danger, ce que vous devez faire, c'est prendre en charge la situation, car vous vous êtes entraîné avec mon système. Vous devez prendre les commandes, comme ça, vers le mur, vers le mur. Une fois que vous êtes près du mur, vous devez être comme collé avec de la colle. Vous ne pouvez pas vous séparer. Si je vois qu'il se sépare, je dois le saisir et l'approcher de moi. Je dois le maintenir tout près. Personne ne peut s'approcher par derrière. Je dois contrôler les gens qui sont dans un demi-cercle. Personne n'a dit que ce serait facile. Vous vous battez contre beaucoup de gens. Vous pouvez être ici en train de vous battre et pousser votre camarade vers la porte. Comme ça, vers la porte. Ce qu'il faut faire, c'est être contre le mur et chercher une sortie. C'est ce que j'enseigne, par exemple, aux gardiens de prison, quand je dois les former. Ce que je fais, c'est créer de fausses mutineries ou des scènes où ils doivent affronter beaucoup d'agresseurs. C'est ainsi que je l'enseigne. Par exemple, je fais en sorte que 5 gardiens aillent à affronter 20 prisonniers, évidemment acteurs. Et nous faisons exactement la même chose. Parce que c'est une technique qui peut vous sauver la vie ou celle de votre camarade. Christophe est maintenant par terre et il porte un casque. Évidemment, il vaudrait mieux qu'il ait un casque de protection complète. Nous allons utiliser maintenant ce type de casque pour cette démonstration. Si nous voulions augmenter le niveau d'agressivité, nous devrions utiliser un casque de protection complète. Également, si nous pensons à la protection du cou. Pour protéger la zone de la poitrine, nous pensons à un plastron comme celui-ci. Tout dépend de l'intensité de la force avec laquelle nous voulons frapper. Maintenant, nous allons frapper avec une intensité modérée. Avec d'autres protections, on pourrait frapper plus fort. Mais ne frappez jamais de toute votre force. Ni même dans les entraînements militaires et policiers. Ne faites pas ceci. Personne ne veut des blessés ni de morts dans les exercices. Christophe se trouve dans une situation où nous pourrions facilement nous retrouver. 2 hommes l'ont frappé et l'ont renversé, et ils sont maintenant tout près de lui. Que se passerait-il dans un combat de rue ou dans un bar quand on renverse quelqu'un comme ça? Vous pouvez le deviner. Il lui donnerait des coups de pied au sol. Bien, nous allons faire l'exercice suivant. Ils vont lui donner des coups de pied à la poitrine, à la tête et dans les côtes. En faisant attention. Ce sont des instructeurs et ils connaissent la force qu'ils doivent employer. Christophe va essayer de se défendre et de se protéger des coups. Après quelques secondes, je lui dirai « Lève-toi » et il se relèvera et me dira ce qu'il a senti dans cette situation extrême. Donc, quand je lui dirai de se lever, il fera ce qu'il peut pour se relever. Il peut bloquer ou frapper. Il peut faire ce qu'il veut. Cet exercice fait très peur. Bien, Christophe, allons-y. Protège-toi pendant quelques secondes. En avant. C'est une situation horrible. C'est pour cela que j'ai créé cet exercice. Nous avons vu la situation de nombreuses fois. Nous l'avons vu dans les bars, dans la rue, dans les films.
Pourquoi n'entraîne-t-on donc pas cette situation? Les choses se passent souvent comme ça, et il faut y être préparé. Ce qu'a fait Christophe, c'est prendre la position fétale pour se protéger. On ne peut pas bloquer les coups. Mais je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour mieux survivre à cette situation. Bien, Christophe. Maintenant, quand il t'attaque, ce que tu vas faire, c'est te déplacer, bouger d'un côté à l'autre et tourner, comme si c'était un combat au sol. Ensuite, je te dirai de te lever. Tu es prêt à te défendre? En avant. Ça va. Il n'y a rien qui soit à 100% certain. Mais cette fois, ça a été beaucoup mieux. Ce qui se passe, c'est que c'est une situation imprévisible. On fait ça dans différentes circonstances et avec différents agresseurs. Cette fois, Christophe, au lieu de rester tranquille comme ça, recevant les coups, a changé de position. Il s'est déplacé d'un côté à l'autre. Quand vous faites ça, il est difficile que l'agresseur atteigne son objectif. Quand quelqu'un bouge continuellement, il est difficile de trouver l'endroit où le frapper. Évidemment, il ne sera pas facile de bouger par terre, avec deux personnes en train de vous donner des coups de pied. Mais personne n'a dit que ça allait être facile. J'ai vu de nombreux pratiquants d'arts martiaux essayer de faire des blocages, de saisir les jambes de l'attaquant ou de faire des techniques voyantes. Mais j'ai vu que ça ne fonctionnait jamais. Ce que nous avons fait, c'est laid. C'est sale, mais c'est efficace. Christophe se trouve maintenant dans une position dans laquelle vous pouvez également vous retrouver. Il se peut que Nicolas lui ait donné un coup de poing ou qu'il l'ait frappé avec quelque chose et que Christophe soit étourdi ou qu'il ait des vertiges. Christophe va maintenant se défendre comme beaucoup d'écoles d'arts martiaux enseignent à se défendre. En avant. Christophe a fait ce blocage en croix qui est typique des arts martiaux. Le problème, c'est que si on vous donne un coup de pied puissant et que s'il porte des bottes comme ici, en vous frappant sur les bras, il peut vous faire beaucoup de mal et même vous casser le bras. Qu'allez-vous faire si vous avez le bras cassé? Vous n'allez pas pouvoir beaucoup vous battre. Tous ces blocages avec la main et avec le bras sont la meilleure manière de vous retrouver avec le bras cassé. Et ça veut dire perdre le combat. Nous allons voir une solution simple si vous avez de l'espace derrière vous. En avant. Observez ce qu'a fait Christophe. Se jeter en arrière et se mettre en position de se battre au sol. C'est beaucoup plus sûr parce qu'il peut continuer de voir son adversaire. Maintenant, Christophe se trouve dans la même position qu'avant. La différence, c'est que l'attaquant se trouve sur le côté. C'est une situation que nous pouvons voir souvent dans la rue ou dans un bar. J'ai également souvent vu des gens à Los Angeles ou à Londres se battre comme ça pour un téléphone portable. Cette fois, l'objectif sont les côtes. Je permets dans l'exercice que les élèves puissent recevoir un coup de pied. Je dis aux autres de donner un coup de pied léger. Il est ainsi plus facile que les autres se mettent dans la situation. Parce que, quand on vous mettra KO, vous serez désorienté et il se peut qu'il vous frappe sur les côtes. Il se peut qu'il vous rompe une côte. Mais je leur dis de ne pas se laisser frapper une deuxième fois. Dans l'exercice, je leur dis qu'il faut sentir l'expérience de recevoir le premier coup de pied. Maintenant, il va faire l'exercice correctement, comme il faut le faire. Et s'il y a un espace par ici, faites en sorte que cet espace soit votre allié. Allons, Nicolas. Très bien. Pourquoi rester ici en essayant de bloquer? Pourquoi, quand vient le deuxième coup de pied, nous ne tournons pas et nous ne relevons pas? Dans de nombreuses écoles, on vous enseigne à essayer de bloquer le coup de pied. Essayez de bloquer un coup de pied de quelqu'un qui porte des bottes
et frappe de toutes ses forces. Personne ne peut parer ça. Nous allons voir cette deuxième position, mais dans ce cas, il y a un mur à côté de lui. Ça peut être une table ou une voiture. Le fait est qu'il ne peut se déplacer par là. Nicolas va lui donner un coup de pied et nous allons voir comment Christophe se libère de ça. Allons, Nicolas. Bien, arrêtez. Nous allons le voir lentement. Il est accroupi. Il voit donc comment on lui lance le coup de pied et il le bloque. Observez qu'il place sa jambe comme ça pour protéger sa partie basse. Observez comment il a placé le bras. Fort et tendu. Dans mon système, nous appelons cette manière de se protéger le bouclier. Dans mon système, il y a un cours au niveau 1 pour apprendre à se battre au sol. Et ce qu'il a fait maintenant, nous l'appelons méthode de récupération rapide. Ça permet de se relever rapidement. Je ne vais pas expliquer toutes les situations dans lesquelles on l'utilise, mais on l'utilise dans cette situation. Maintenant, donc Christophe se relève et il est prêt à se battre. Il faut se relever du sol. Le sol est l'un des plus mauvais endroits où se retrouver dans un combat. Bonjour, je m'appelle Pete Bell. Je suis officier de police et directeur de l'école de gym au Royaume-Uni. Mon expérience dans les arts martiaux est celle-ci. Ceinture noire de kendo, de kickboxing, ex-instructeur de Krav Maga, et je me suis entraîné avec Jim ces dernières années. J'ai également été instructeur de son système Reality-Based. Jim m'a demandé de vous parler d'un phénomène relativement nouveau qui est en train de se produire dans le monde et qu'on appelle Happy Slapping, et qui consiste en ceci. Un groupe de personnes attaque quelqu'un dans un espace public pour le filmer sur un portable et ensuite le publier sur Internet. Nous allons voir un exemple. Hey Tom, I've been talking about it lately, and go. Observez la rapidité de l'action. Il s'agit d'une attaque non provoquée. On ne sait pas d'où elle vient. On l'exécute très rapidement pour immédiatement s'enfuir. Nous allons voir maintenant comment nous pouvons affronter cette situation. Christophe est pris au dépourvu. Il est concentré sur la lecture de son magazine. Mais dans une situation réelle, il ne doit pas lire. Il doit être attentif à ce qui se passe autour de lui. Il ne faut pas être parano. Il suffit d'être un peu attentif. Quand il voit quelqu'un avec le portable, il doit faire attention. Et si cette personne le vise, il doit regarder autour de lui pour voir d'où peut venir l'attaquant. Et quand il voit l'agresseur, il se lève et s'en va. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais le principal, c'est que quand vient l'agresseur, il faut se relever et observer ce qu'il fait pour pouvoir ensuite échapper facilement. Maintenant, j'ai dessiné un carré par terre. Je l'ai fait avec du ruban adhésif parce que nous allons faire un exercice qui s'appelle « Protéger le carré ». Bien sûr, j'ai travaillé comme garde du corps pour le bureau du shérif. J'ai été instructeur de garde du corps à l'armée et dans la police. Et maintenant, je dirige un groupe de garde du corps qui travaille en Californie, aux États-Unis. J'ai également été chargé de la protection de personnalités, de vedettes du sport et du cinéma. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu l'occasion de m'occuper de la sécurité de Angelina Jolie et de Brad Pitt. Et ce sont là les choses que l'on enseigne aux gardes du corps pour qu'ils fassent bien leur travail. Pitt se trouve ici, au centre du carré.
Le carré, c'est essentiellement son territoire. Il peut s'agir d'une installation militaire et qu'il soit de garde. Mais dans ce cas-ci, il sera portier. Imaginons qu'il soit portier d'une boîte de nuit à Londres et qu'il doive contrôler les gens qui entrent et faire en sorte que les indésirables restent dehors. Imaginons que son chef lui ait dit que le bar était plein et qu'il ne pouvait plus laisser entrer personne. Nous avons ici deux personnes qui vont essayer d'entrer dans le bar. Ils vont tous deux approcher et l'un d'eux sera un agitateur. Il va essayer de provoquer des problèmes. L'objectif de l'agitateur sera d'entrer dans le carré et celui de l'élève sera d'éviter qu'il le fasse. L'objectif de l'exercice, c'est d'enseigner aux élèves la fermeté, l'assurance, des qualités de commandement et qu'ils sachent quelle technique utiliser si la situation se complique. Si quelqu'un entre dans le carré, on peut lui demander d'en sortir. S'il n'en tient pas compte, il faudra se battre. Et si l'agresseur sort une arme, il faudra peut-être utiliser la force létale. Nous allons voir l'exercice. Ici se trouve le portier anglais. Il y a deux visiteurs français qui vont essayer d'entrer dans ce fameux bar. Nous allons le voir. Salut, bonsoir. Je regrette. On ne peut pas entrer, le local est plein. Allez, nous sommes venus de la France et nous voulons entrer. Je regrette, nous vous en remercions, mais on ne peut entrer. Mais nous ne sommes que deux. Je regrette, on ne peut pas passer. Très bien, arrêtez. C'est ce que l'on appelle une situation de niveau bas. Pete n'a pas dû utiliser la force pour empêcher les individus d'entrer. Il a simplement dû placer la main comme ça pour empêcher l'entrée de l'un des individus. Il n'a pas dû faire appel à la violence. Ne commettez pas l'erreur, parce que vous êtes des pratiquants d'arts martiaux, de terminer toutes les disputes en utilisant la force physique ou une fin dramatique. Non. C'est une manière de traiter plusieurs adversaires. Pete est parvenu à résoudre la situation au moyen des mots. Il a été ferme et a veillé à ce que personne n'entre dans le carré. C'est une situation à résoudre. C'est comme ça que nous formons les portiers, les gardiens et les gardes du corps. Nous allons voir ensuite une autre situation un peu plus difficile. Bien, nous allons voir maintenant une situation de risque avec plusieurs agresseurs. Je suis ici dans mon carré et je peux être en Irak, en Afghanistan ou dans n'importe quel endroit du genre. Et je suis un agent privé, engagé par le gouvernement des États-Unis. Je surveille un bâtiment du gouvernement et des individus suspects s'en approchent. Nous allons voir ce qui se passe. Bonjour, vous devez arrêter ici. Bonjour, nous Français? sommes français du nom des Nations Unies. Qu'est-ce que vous désirez? On a rendez-vous avec le capitaine Williams. Où est les papiers? Désolé, on les a pas sur nous, on les a oubliés. Oh, vous avez besoin de papier. Cet endroit est interdit, so papier. Ok, pas de problème. Ouais. Ok, portez le couteau. Ne bouge pas. Non. Dans l'exercice, nous avons simulé une situation qui pouvait avoir eu lieu en Irak ou en Afghanistan. J'ai dû utiliser la force létale. J'étais à mon poste et des suspects sont arrivés disant qu'ils appartenaient au groupe français des Nations Unies, mais sans leurs papiers. L'un d'eux a alors sorti un couteau et m'a attaqué. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû diriger mon arme sur lui et lui tirer dessus. Ensuite, j'ai dirigé mon arme sur l'autre, qui était très loin, ne pouvait pas m'attaquer. Je lui ai alors dit de jeter le couteau et il l'a fait. On peut être aussi créatif que l'on veut. On peut jouer le rôle d'un agent de police qui surveille une zone restreinte. On peut jouer le rôle d'un portier. Ça, vous l'avez vu. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Mais l'important, c'est que si vous êtes l'instructeur, vous pouvez choisir beaucoup de gens et dire à un ou deux d'essayer d'entrer dans le carré et que l'élève
essaie de défendre le carré. Il peut également s'agir d'un carré plus grand, défendu par 2 personnes ou plus. L'exercice peut être tel que vous l'imaginez. Nous allons parler de la sécurité dans cet exercice. Nous pouvons utiliser ce couteau qui est en plastique. Ça fait un peu mal, mais ce n'est pas dangereux. Il faut protéger les yeux. Nous utilisons pour cela ces lunettes qui sont utiles surtout si vous utilisez des pistolets à air comprimé. Il y a également d'autres protections qu'il faut utiliser pour ces pistolets. J'explique tout cela dans le DVD consacré aux pistolets, car la majorité des terroristes et des criminels utilisent des pistolets dans leurs attaques. Peux-tu soulever ton T-shirt? Observez la marque qu'il s'est faite. Quand il m'a attaqué, comme j'étais très près, il s'est fait une marque sur la peau. Nous étions déjà habitués à ces entraînements. Mais si vous êtes un débutant et que vous ne voulez pas avoir de marque ou de blessure, vous devez mettre un plastron et un masque sur le visage. La question, c'est d'utiliser un équipement de protection quand vous faites ce type d'entraînement réaliste, parce qu'il vaut mieux ne pas avoir de vraies blessures et de vraies lésions. Faites-le donc en toute sécurité. Maintenant, nous allons faire un exercice appelé la casserole à pression. Cet exercice m'a été enseigné par un bon ami, le major Avi Nardia, quand j'entraînais en Israël. Avi est un de mes élèves et je suis l'un de ses élèves. Nous sommes très amis et si son matériel vous intéresse, vous pouvez acheter certains des DVD de Avi que Budo International a édité sous le titre de Kapap. Et voici l'une des choses que j'ai apprises de mon ami Avi. Nous allons faire un cercle autour de notre victime. Christophe se trouve au centre et ses attaquants autour. L'objectif de cet exercice, c'est d'acquérir la résistance et la volonté de survivre. Bien, nous allons expliquer ça un peu plus. Nous avons maintenant 3 personnes formant un triangle, mais nous pourrions en avoir plus. Plus il y en a, c'est mieux. Si nous avions 10 personnes, nous pourrions faire un grand cercle tout autour. Nous avons un bouclier et d'autres éléments qui peuvent être frappés. Il peut faire la technique qu'il veut. Nous commençons ici et il continuera de frapper où il veut. Allez, frappe où tu veux. De temps en temps, tu continues de frapper. Quelqu'un s'approche et l'attaque. Et il doit continuer de donner des coups. Bien, pendant qu'il frappe, nous allons refermer le cercle. Il faut donc faire un pas en avant. Tu continues, frappe. Quand je le dis, nous allons refermer le cercle et il doit s'échapper. C'est ce que nous ferons pas à pas. Quand je le faisais avec les Israéliens, on faisait l'exercice jusqu'à ce que l'élève soit complètement épuisé. Mais nous n'allons pas le faire comme ça. Nous n'allons pas en arriver à ce point. Nous allons faire l'exercice au complet pendant quelques secondes pour que vous puissiez voir comment on fait. En avant, attaquez. Approchez-vous. Refermez le cercle. Ça va. Ouvrez le cercle. Il revient au milieu. Ça va. Arrêtez. Bon, s'il fait ça pendant longtemps, il peut en devenir malade. Mais l'idée n'est pas celle-là. L'idée, c'est de bien faire l'exercice pendant 1 ou 2 minutes
Et quand l'élève se retrouvera dans un combat réel, il aura l'énergie et la résistance suffisantes pour sortir le mieux possible de la situation. Ce que nous allons faire s'appelle immersion dans le conflit. Et ce que cela veut dire, c'est que soudain, vous vous retrouvez sur la scène d'un conflit et vous devez savoir comment agir et prendre une décision rapide. Bien, nous allons le voir. Nicolas a un sac sur la tête, attaché avec une corde, sur laquelle Christophe tirera quand je lui en donnerai le signal. Évidemment, il ne peut pas voir, et nous allons mettre en scène une situation devant lui. Nous allons nous placer ici. Ce que cela a de bon, c'est que vous pouvez utiliser votre imagination. Nous n'allons pas dire ce que nous allons faire. Simplement, vous le verrez et nous en parlerons quand ce sera fini. Dès qu'on lui ôte le sac, il doit résoudre la situation. Bonjour, voulez-vous aller à cet endroit qui est tout nouveau? Pardon, je ne comprends pas. Ah, vous ne parlez pas anglais. OK, arrêtez. Ça va, arrêtez. All right. Now, Pete, donne-moi la carte de visite. All right. When Quand Nicolas était ici, Nicolas, là-bas. il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Et c'est que ce type d'exercice a de bon. Ici, Pete est venu avec une carte de visite et lui a dit « Voulez-vous aider les orphelins ?» ou « Regarde le nouveau bar qu'ils ont ouvert ici. » Et les gens regardent la carte de visite. Mais lui, c'est un criminel. Et ce qu'il a fait, c'est affûter un côté de la carte de visite pour le frapper aux yeux et que le sang coule sur son visage pour qu'il ne puisse pas bien voir quand il commencera à le frapper. C'est une attaque typique des criminels. Heureusement, Nicolas était préparé et a pu bloquer, contre-attaquer et sortir de la situation. Il a fait une chose que nous enseignons au niveau 1 de self-défense. Il a commencé à parler avec les mains comme ça, pour pouvoir faire le blocage rapidement si c'était nécessaire. Bien, nous allons voir une autre situation différente où interviennent plusieurs suspects. Maintenant, ça va être moi qui lui ôte le sac. Et pour ce DVD, ce que nous allons faire, c'est que Nicolas ne saura pas ce qui va se passer. Et pour lui, tout comme pour vous, la situation sera une surprise. Nous allons voir de nouveau l'exercice d'immersion dans le conflit. Hé, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? OK, boom, très bien. All right. Ça va, très bien. Let me have that glass. So, in this Dans ce cas, particular case, Nicolas était ici here, we had an et il y avait un agitateur. and this Et is ça fonctionne comme ça. Now, when soon Quand on lui enlève le sac, l'élève se retrouve dans la situation. L'agitateur ne l'attaquait pas, simplement il lui criait dessus. Et l'autre l'a attaqué avec un liquide. Ça peut être une bière dans un bar, mais on peut également se faire mal avec ça. Et Pete a très bien agi. Nicolas s'est très bien défendu. Vous pouvez rebobiner et le voir. Il a fait ce que je lui ai appris dans les cours de survie. Il a levé les mains, s'est nettoyé le visage et a abandonné la zone contaminée parce que c'est ce qu'il faut faire. Il l'a fait parfaitement. Nicolas, qui a beaucoup d'expérience, a pris ses décisions rapidement. On peut simuler de nombreuses situations, des attaques avec pistolet, avec couteau, des attaques de plusieurs attaquants avec les poings. Vous devez utiliser votre imagination. Parfois, quand on vous attaque, vous ne devez pas seulement vous défendre vous, vous devez également défendre d'autres personnes. C'est ce qu'apprennent les gardes du corps, où qu'ils se trouvent, que ce soit en Iran, en Russie, en Allemagne, ce qu'on vous enseigne à l'Académie des gardes du corps. Il est ce que l'on appelle le VIP ou principal. Ça peut être quelqu'un qui vous paie pour le protéger, ou un membre de votre famille, ou un camarade de travail. Mais quoi qu'il en soit, vous devez le protéger. Dans ce DVD, nous travaillons avec plusieurs attaquants. Et on peut complètement perdre le contrôle quand il s'agit de plusieurs attaquants.
Nous allons pratiquer une technique qui s'appelle le bouclier, qui est la première chose que l'on apprend dans les académies des gardes du corps. Nous allons voir comment on fait et ensuite, je l'expliquerai. Nous marchons et des individus arrivent. Christophe, et l'argent que tu nous dois? Vas-tu nous payer? Et tranquille ici. Voici ce que j'ai fait. Quand j'ai vu un danger possible, j'ai placé le protégé derrière moi et je me suis placé entre les suspects et mon protégé. Il se peut que ce soit un voleur qui s'approche et que vous deviez protéger votre fille et la placer derrière vous. Quand je protège quelqu'un, j'utilise ma main la moins forte et je la mets devant mon client. Et j'utilise ma main la plus forte pour sortir mon arme, mon couteau ou un pistolet, ou peut-être pour le frapper. Si je suis droitier, je devrais avoir la main droite libre pour ce que j'ai dit, et avec la gauche, j'écarterai mon protégé. Si je dois le placer avec la main forte, ce n'est rien. Simplement, je le fais et je me place devant. C'est ce que l'on appelle le bouclier. Nous allons maintenant voir la technique suivante. La technique qui suit le bouclier s'appelle la cornemuse, car nous devons saisir le protégé comme on tient une cornemuse. Nous n'allons pas l'expliquer plus longtemps. Nous allons le voir. Christophe, et l'argent que tu nous dois? Quand vas-tu nous payer? Et tranquilles ici. Donne-nous notre argent. Bien, ce que j'ai fait, c'est mettre le protégé derrière moi et je l'ai agrippé. Si j'avais seulement fait le bouclier, qui sait où aurait pu aller le protégé? Il est derrière moi et je regarde les suspects. Il se peut que je regarde par là et que mon suspect aille par là. Je place le bras du protégé sous mon bras. Comme ça, il ne peut pas s'enfuir et je peux me déplacer avec lui. Christophe, viens ici et regarde par là. Je ne peux pas utiliser ma main forte parce que je dois saisir mon arme avec elle. Cette main doit donc être libre. Et si je suis à sa gauche, je fais simplement ceci et je saisis son bras avec ma main gauche. Ce que ceci a de bon, c'est que je peux me déplacer comme ça et il se déplace avec moi. Je peux reculer et sortir mon arme et il vient avec moi. C'est ce que l'on appelle la cornemuse. Que se passe-t-il si c'est un petit enfant de 3 ans, de très petite taille? Dans ce cas, vous l'attrapez par les cheveux et vous le placez derrière vous. L'enfant sera un peu nerveux et pleurera. Il se peut qu'il s'accroche à votre jambe, mais vous devez le placer derrière vous pour le protéger. Comme je l'ai dit, c'est ce que les gardes du corps appellent la cornemuse. L'exercice suivant que nous allons faire s'appelle l'évacuation. Nous avons appris le bouclier, nous avons appris la cornemuse. Et maintenant, nous allons voir une chose plus dangereuse. Que se passe-t-il si quelqu'un lance quelque chose sur vous? Vous êtes dans la situation où, soit on lance la chose sur vous, soit on la lance sur votre protégé. Pour cet exercice, nous allons protéger les yeux. Il faut être protégé pour le cas où on vous atteindrait. Et nos attaquants vont porter des gants de boxe. Il faut utiliser des choses comme des balles de tennis ou de baseball. Ça ne peut rien être qui puisse nous faire mal. Nous allons voir l'exercice d'abord et ensuite, je vais l'expliquer pas à pas. Nous allons donc voir comment on évacue quelqu'un. Imaginons que nous sommes dans un bar à Paris et qu'il n'aime pas les Anglais. Nous sommes en train de bavarder. Que penses-tu du match d'hier? Dehors. Nous ne voulons pas des Anglais. Dehors les Anglais. Voici l'évacuation. Pete, s'il te plaît, viens ici. Laissons ceci par terre.
L'attaque est venue de ce côté. Ma mission, c'est de protéger cette personne. Ma sécurité n'est pas importante en ce moment. Je place alors ma main sur son estomac, je place mon autre main sur sa nuque et je le tourne pour l'éloigner du danger. Je place ma main sur cette partie de sa tête parce que c'est une partie très vulnérable. Et si quelque chose venait le frapper, je protégerai ainsi cette zone et le cou. Mon bras se trouve sur son épine dorsale. Et comme ça, je protège son système nerveux. Je vais faire en sorte qu'il s'accroupisse suffisamment pour pouvoir le protéger avec les épaules. Je ne vais pas me placer très près ni très loin de lui. Suffisamment pour pouvoir marcher avec lui et l'éloigner de l'endroit. Tout en marchant avec lui, je lui indique que faire. Je lui dis, sors d'ici, ou va vers la porte, ou va vers la voiture. C'est ce qu'il faut faire pour évacuer quelqu'un, suivant la direction d'où vient l'attaque. Il faut conduire le protégé dans la direction contraire. S'il s'agit d'un enfant de 2 ans, par exemple, c'est facile. Il faut attraper l'enfant, le lever et le placer devant. Comme ça, je protège l'enfant avec mon corps. Ensuite, je peux sortir en courant et abandonner l'endroit. Que se passe-t-il si vous protégez une personne âgée et s'il s'agit par exemple d'un membre de votre famille âgé ou d'un vieillard riche qui a besoin de protection? Vous ne pouvez pas sortir en courant. Vous ne voulez pas faire tomber votre protégé. Il vous faudra donc aller aussi vite que le peut votre protégé. Souvenez-vous de ça et pratiquez-le. Nous allons maintenant changer de scène et voir une autre situation. Nous allons maintenant nous situer en Afghanistan, en Irak ou dans n'importe quel autre endroit conflictuel du monde. Je serai un garde du corps. Le gouvernement m'a engagé et je protège une personne importante. Des suspects s'approchent. Évidemment, je ne les connais pas. Et je dois être en alerte, car ça pourrait être de simples villageois, mais il peut également s'agir de terroristes. C'est une situation typique de haut risque, où je protège un diplomate de plusieurs attaquants. Allons-y, marchons. C'est ça. Bien, nous marchons. Ils nous menacent. Je vise, je tire. J'ai tiré un coup de feu. Ensuite, je charge pour avoir une autre balle dans le magasin. Puis, je vise. Pour ce type de scénario, je recommande ce type de pistolet à air comprimé. Ensuite, je tire et j'éloigne mon protégé. Nous n'avons pas beaucoup de place dans le studio, mais vous avez déjà une idée. Bien sûr, plus vous pratiquez ce type de situation, mieux vous parviendrez à les résoudre. Si vous êtes de ces professionnels qui doivent faire ce type de travail, que vous soyez garde du corps, policier ou militaire, vous allez rencontrer ce type de situation et vous devez pratiquer pour que vos réactions soient rapides. L'exercice suivant que nous allons faire s'appelle « Effet de tunnel contre plusieurs attaquants armés de couteaux ». Mes 3 élèves sont ici. Là se trouve Nicolas, là-bas Christophe et là-bas Pete. Quand je dirai « en avant », ils vont s'attaquer avec le couteau, avec un couteau d'entraînement. Et ils vont s'attaquer entre eux. Le but de cet exercice, c'est de se préparer pour éviter l'effet de tunnel dans un combat réel. L'effet de tunnel, c'est quelque chose qui vous arrive quand vous entrez dans un combat réel. J'ai lutté pour ma vie plusieurs fois, et peu importe la quantité de fois que vous le faites, vous aurez toujours la sensation de voir les choses dans un tunnel. Dans un combat réel, surtout s'il s'agit de plusieurs attaquants, vous ne pourrez pas tout voir. C'est impossible. Mais avec beaucoup d'entraînement, vous pouvez faire en sorte d'ouvrir le tunnel et vous pourrez voir plus de choses. Quand vous êtes dans un combat avec des ennemis des 2 côtés, vous devez analyser rapidement la situation. Vous devez ouvrir le tunnel. Nous allons voir comment ça fonctionne. Prêt?
En avant. And stop. Perfect. Ça va, parfait. C'est ça l'exercice. And of course, you Bien sûr, on peut le faire avec plus de 3 personnes. martial Si vous avez une école d'arts martiaux, vous pouvez le faire avec 10 ou 15 personnes, avec des couteaux en caoutchouc et des lunettes pour protéger les yeux. and this is going to help you Ça aide à identifier les menaces. threats. What Les élèves, surtout les débutants, ont tendance en se battant contre plusieurs attaquants à se centrer sur un des attaquants, target sans faire attention aux autres. to the other ones. That's C'est ça l'effet de tunnel, parce que n'importe quel autre peut vous atteindre à l'estomac ou à la tête. but the more you Plus vous le faites, mieux c'est. you can also do the same Vous pouvez faire cet exercice avec des pistolets à air comprimé. shooting Les élèves se tirent les uns sur les autres. Ça vous rend plus rapide. faster. And of course, Bien sûr, ce n'est pas la vie réelle. real life. Well, it's real life. Ça pourrait être réel dans l'ancienne Sparte, quand ils se préparaient pour lutter contre les Perses. Mais aujourd'hui, c'est seulement un exercice. Nous allons terminer avec l'exercice concernant la vision tunnel. Nous allons voir ceci dans une autre situation. J'ai ici 2 adversaires. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne regardent pas les mains de leurs adversaires. Fais un pas en avant, Nicolas, et arrête. Pour l'instant, je ne vois rien dans ses mains. Qu'est-ce qui peut vous tuer dans un combat? Les mains peuvent vous tuer. J'ai réellement vu très peu de gens mourir d'un coup de pied dans un combat, à moins qu'on ne vous écrase la tête. Quand quelqu'un s'approche de vous ou quand vous parlez avec quelqu'un, regardez ses mains, surtout quand il s'agit de plusieurs attaquants. Moi, en tant qu'officier de police ou membre de la police militaire, la première chose que je fais, c'est regarder les mains du suspect. Et en tant qu'agent de police ou de la police militaire, vous pouvez dire à quelqu'un « Je veux voir tes mains » et il est légal de le faire. Mais un civil ne peut pas obliger un suspect à lui montrer les mains. Il n'a pas le droit de le faire. Pour cela, quand vous êtes face à un suspect, et surtout s'il y en a plusieurs, il faut regarder leurs mains. Je peux être en train de parler avec lui et observer ses mains, mais je ne peux oublier cet homme là-bas, car il ne lui faudrait faire qu'un seul pas pour pouvoir me poignarder. Comme je l'ai déjà dit, si dans votre pays, vous ne pouvez pas porter des couteaux, vous pouvez avoir sur vous un stylo en métal comme celui-ci. Il est très fin et très facile à utiliser. Donc, quand je vois qu'il met ses mains dans les poches, je mets mes mains dans les poches pour pouvoir sortir l'arme rapidement. Parce que s'il sort son arme rapidement et que j'essaie de sortir mon arme à ce moment-là, s'il m'attaque, il se peut que je n'ai pas le temps de sortir mon arme. Si je vois qu'il peut y avoir des problèmes et qu'il mette les mains dans les poches, si j'ai les mains dans les poches, comme ça, d'un air insouciant, si je vois qu'il m'attaque, je peux sortir mon arme rapidement. D'un autre côté, s'il m'attaque mais qu'il n'est pas armé, qu'avons-nous dit à propos des attaquants multiples? Nous voyons ici comment 2 personnes m'attaquent. Aucune des 2 n'est armée. Mais s'il me frappe, il pourrait me tuer. Je peux donc sortir une arme pour défendre ma vie. Le plus important, c'est de faire attention à leurs mains. Il ne faut pas non plus observer leurs mains effrontément. Simplement, il faut leur jeter un coup d'œil rapide d'un côté à l'autre. 90% des armes se trouvent dans la zone de la ceinture ou dans les poches. Vous devez donc observer cette zone quand vous vous retrouvez avec plusieurs suspects. C'est ici que se termine ce DVD. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose que l'on peut faire en la matière. On peut faire beaucoup d'autres exercices. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir à l'un de mes cours ou de mes stages. Vous trouverez plus d'informations à la page jimwagnerrealitybased.com. Vous pouvez également voir l'un de mes DVD de Budo International, où il y a également beaucoup de choses utiles. Souvenez-vous, l'important, c'est d'être une cible difficile. Merci.